Denis Coquet, bonjour. Bonjour Thierry. Vous êtes philosophe, vous vous êtes longtemps également appesanti sur les textes philosophiques, sur les textes religieux, sur des textes spirituels. Aujourd'hui, vous êtes conseiller auprès de nombreuses entreprises, vous êtes consultant en entreprise, vous accompagnez des comités de direction, des comités exécutifs. Lorsqu'on entend des témoignages comme celui d'Hélène Delabrousse, comme celui d'Alexandre Tepas, ils nous disent on a resserré le sens de notre entreprise, on l'a même retrouvé. Est-il possible, avec une bestiole de quelques nanomètres, de perdre la boussole? C'est une bonne question Thierry. Alors c'est vrai que dans ce que vous dites, le sens, on peut le comprendre de deux manières. Le sens pour un dirigeant, il dirige, c'est la direction à prendre. Et le sens pour un philosophe, c'est la signification qu'on va donner. Et c'est vrai qu'actuellement, ce qu'on est en train de traverser nous secoue dans les deux sens. Vers où on va pouvoir aller et comment, et qu'est-ce que veut dire ce qu'on est en train de traverser. Et là, il se passe quelque chose d'un peu singulier, c'est que autant la direction à prendre que le sens, signification à donner, le rétroviseur a toujours un énorme avantage. On s'appuie sur les référentiels d'antan, en confort, on s'oriente et on regarde le pare-brise. Là, il se passe quelque chose d'un peu singulier, c'est que le rétroviseur semble ne pas servir à grand-chose. Ce que nous vivons est radicalement neuf. C'est déroutant, Thierry, de devoir s'orienter sans pouvoir se référencer, donner du sens, une signification, sans pouvoir également puiser dans ce qui a été vécu avant. Donc ça, pour moi, c'est la première grande question. Donc on voit déjà que, en ces jours, ceux qui ont un rétroviseur plus grand qu'un pare-brise, à part tenter un créneau, ce qui peut être pas mal, mais ça va être en mode régressif et en arrière, on va pas y arriver. Donc là, je pense que déjà, on a à s'alléger du poids du rétroviseur. Alors Thierry, comment passe-t-on du rétroviseur au pare-brise? Je pense qu'il faut un viseur. Et avoir un viseur, c'est une capacité à tracer une horizontale pour me situer maintenant et une verticale d'arriver à quelque chose qui va transcender ce qu'on est en train de vivre. Alors, je me souviens, ce qui n'a strictement rien à voir, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'aller marcher dans le désert. Vous parliez d'infiniment grand et d'infiniment petit. J'étais avec des bédouins, on était autour d'un feu et on se sentait pas bien grand, hein. Il y avait des tas de grains de sable, on n'était pas beaucoup plus grand qu'eux et il y avait une immensité et je les entendais parler entre eux, je comprenais pas et moi qui suis montagnard d'origine, ma grande question en montagne, c'est comment m'orienter. Je m'oriente en montagne grâce à des cartes et aux autres montagnes. Dans le désert, ils n'avaient pas de carte. Et il n'y avait pas de montagne. Donc ma grande question, Thierry, c'est comment s'orientait-il? Je leur demande et ils me disent on s'oriente grâce aux étoiles. Donc vous voyez, on avait la voûte au-dessus de nous, c'était splendide, une voie lactée déployée. Donc je me dis, ah oui, ils s'orientent aux étoiles. Enfin, ils nous orientaient quand même toute la journée aux étoiles. Et je leur dis, mais comment faites-vous durant le jour pour nous éclairer avec les étoiles de la nuit? Et les Touaregs ne sont pas des grands causeurs. C'est un geste. Il m'a montré ces étoiles du dehors, je les porte au dedans. J'ai rien compris. Mais je me suis dit, là, il y a une piste. Vous voyez, Thierry, le temps dans lequel nous sommes, je me dis que les étoiles du dehors sont de plus en plus incapables de nous orienter. Est-ce que ce temps ne serait pas un temps singulier pour essayer de retrouver celle du dedans? À travers une chose toute simple, c'est que moins il y a de ressources à l'extérieur, ce qui va générer peur, anxiété, etc., on peut aussi entendre un appel à retrouver les ressources intérieures. Donc moi, j'aurais tendance à dire en ces jours, moins il y a de visibilité, plus il faut de vision. Moins je vois au dehors où je peux et comment aller, plus il me faut de la vision. Alors de la vision sur quoi, Thierry? De la vision sur ce qui sera toujours le point clé qui permettra ou non l'avancement, qu'est l'humain, qu'est l'homme. Alors à plusieurs visages, hein. L'homme qui dirige,
la personne du dirigeant, l'homme avec lequel il travaille, les hommes avec lesquels il travaille. Donc pourquoi ce temps me passionne? Parce que c'est un temps où il semblerait que nous n'ayons pas à trouver d'abord des outils pour résoudre, mais qu'il y a quelque chose à entendre pour découvrir. Passer de l'outil où j'agis à l'écoute où je reçois. Alors, une autre expérience, on va garder les petites étoiles et se demander si ensemble on peut essayer d'en trouver quelques-unes, sachant que quand on en a quelques-unes, on peut en bâtir une constellation. Cette constellation nous permettra peut-être de nous orienter. On a une clé, elle se passe à l'intérieur. Alors, quelques années plus tard, je ne sais pas si vous connaissez Thierry, le monastère du Grand Saint-Bernard. En plein hiver, on n'y accède qu'à pied. Alors c'est une route, hein, c'est sinueux, mais on marche et ça dure plusieurs heures. Alors les moines qui manquent pas d'humour, quand vous fixez rendez-vous avec eux au monastère, ils vous disent vous avez à peu près 1 heure à marcher dans la neige. À ce moment-là, vous trouverez un téléphone. Appelez-nous. Si vous ne nous avez pas appelé, nous saurons qu'il y a eu une avalanche, on viendra vous chercher. Donc, vous voyez un peu l'ambiance quand même. Hein. Donc, même constat. Je pars, j'y rejoins des dirigeants avec lesquels je suis appelé à travailler, et je pars dans le brouillard. Alors là, nettement moins inquiété, il y a une route. Donc ça, c'est important. Et en montagne, je suis originaire de la montagne, ce qu'on sait faire, c'est planter des piquets latéraux qui, quelle que soit l'épaisseur de la neige, nous permettent de nous orienter. Deuxième repère, oui des repères intérieurs, mais quelques repères extérieurs pour pas se perdre. Et je monte, comme ça, lentement. À ma gauche, j'entends le couloir avalancheux qui a la bonne idée de pas se déclencher. J'avance et j'arriverai au col du Grand Saint-Bernard et là, j'y travaillerai avec ses dirigeants dans un milieu clos, confiné. Et là, confinement de la neige, du monastère, on est en confinement au carré. Et plutôt que de se percevoir claustral, enfermé, ce confinement va venir sourcer, ouvrir les ressources du dedans. Étonnamment, le confinement que je subis fait que je régresse. Le confinement où j'essaye de me situer, où je choisis, peut m'ouvrir. Vous connaissez Thierry, ces 2 mouvements de l'univers, l'expansion, la régression. On est en plein dedans actuellement. Et je pense que quand on est en fort moment de refermement, de régression, on est aux portes d'une expansion. Si on choisit d'en être acteur et pas simplement de le subir. Je me retrouve avec ce collectif au Grand Saint-Bernard, on se met à travailler. Et là, enjeu magnifique, il y a plus à écouter et à voir qu'à dire et à écrire. Le lieu même forge l'intériorité pour l'écoute. On s'écoute. Pour certains codir, c'est une grande nouveauté. Hein. Et là, on accueille un moine qui est là, on échange avec lui. Et Thierry, je retiens une parole, c'est il y a des années, hein, mais je retiens une parole, elle sonne, elle résonne juste au-dedans de moi. Quand il n'y a plus de sortie, c'est peut-être qu'il y a une entrée. Vous voyez Thierry, c'est le genre de parole qui est suffisamment pertinente pour quand vous l'entendez, vous y pigez rien, mais vous vous dites, il y a une piste. Vous voyez Thierry, dans les temps que nous vivons, elle résonne cette parole. Quand il n'y a plus de sortie, c'est peut-être qu'il y a une entrée. Actuellement, on voit bien que les impasses semblent se multiplier. On se bagarre pour savoir comment sortir de la situation. Ça résiste. Or, on sait quand on est durablement en résistance, le stress monte, c'est énergivore, on est en apnée, et à ce moment-là, on peut être qu'en cycle court, on ne peut pas être en cycle long. Or, nous rentrons en cycle long. Donc je pense qu'on a une véritable question actuellement à se poser. Si
nombre de solutions et d'outils et de repères, de paradigmes d'antan deviennent inopérants, inéclairants, ben, faut peut-être pas chercher à sortir, faut peut-être chercher à entrer. Alors, vous parliez de philosophe, on va en convoquer un, Albert Dupontel. Dupontel avait ce titre que j'aimais beaucoup, d'une œuvre qui date un peu, Enfermé dehors. Ben, ça résonne pour moi en ce moment, ce nom. Enfermé dehors. Tiens, c'est étonnant parce que le confinement nous enferme dedans. Enfermé dehors, contraint d'être dedans. Mon expérience auprès des dirigeants, ils se déploient dans l'activité. 1001 choses à faire. On est dans l'ordre du multiple. Ils se déploient dans la relation. 1001 personnes à rencontrer et à accompagner. Mais si l'activité est multiple, si la relation est multiple, l'être, il est unique. La singularité, on dira en philosophie, l'unicité de l'être. Ma petite expérience, Thierry, c'est quand ça cafouille dans le multiple, que ce soit l'activité ou la relation, il y a peut-être à entendre un appel à entrer dans l'unique, dans ce qu'on a d'unique et singulier. Alors, Thierry, comment tout ça, moi j'y étais un peu éveillé. Alors moi je suis de Haute-Savoie. Je suis un gars de la Yaute, ça veut dire j'ai grandi en montagne, la montagne c'est mon élément. Alors pourquoi j'aime la montagne? La première raison, c'est ce qu'on est en train de vivre ensemble, Thierry. C'est un temps de recul. Aristote dit que pour connaître, faut être séparé. Là, ma main, quoiqu'ayant un appendice nasal conséquent, si je veux la connaître, puis avec l'âge ça s'arrange pas, faut que je gagne en distance. Arriver à trouver du recul et la juste distance pour défusionner du pire et se renouveler dans la connaissance du meilleur. C'est ce qu'on essaye de faire comme on peut actuellement. La montagne va permettre quelque chose d'assez singulier, c'est permettre de gravir avec des efforts. Mais en gravissant cette montagne, je m'élève. Et je m'élève pas que physiquement, je m'élève intérieurement. Je me souviens d'un dirigeant avec lequel j'ai travaillé, j'arrive dans son bureau, le bureau était environné de photos de montagne. Pas une, pas deux, pas trois, que des photos de montagne. Moi, perspicace, vous me connaissez, je lui dis, vous aimez la montagne. C'est l'introduction du gars qui comprend. Et il sourit, il me dit oui, effectivement. Et je lui demande pourquoi. Donc il me raconte Cordillère des Andes, il me raconte le Mont Blanc, il me raconte ce qu'il fait, puis ce qu'il vit. Sauf que moi, Thierry, j'écoute qui il est. Et une fois qu'il m'a raconté ses aventures, ses amitiés, ses solidarités, ses risques, je lui dis, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que la montagne, c'est le lieu où vous êtes vraiment vous-même? Il me regarde, il me dit, ah ça on peut le dire, et le souci c'est quand j'en descends. Et là, on touche quelque chose de clé. En certains lieux, avec certaines personnes, dans certaines activités, on a une consonance intérieure de fidélité dans l'ordre de l'être. Alors, on l'a en mode exceptionnel. Est-ce qu'on pourrait l'avoir en mode habituel, à titre personnel et dans l'entreprise? Donc, je résume tout ce qui vient d'être dit, qu'on puisse bien comprendre où vous nous emmenez. Vous nous avez dit, quand on regarde derrière nous, finalement, le référentiel, il est un peu brouillé ou même il ne sert à rien. Je vais le dire encore autrement, il ne sert plus à rien de savoir, il faut d'abord comprendre. Je le dis autrement, simplement. Ensuite, vous dites, du coup, il faut d'abord écouter. Il faut d'abord écouter, il faut d'abord observer, il faut d'abord voir, remettre en route tous les sens qui sont les nôtres, les sens qui sont les nôtres pour tenter de comprendre la situation dans laquelle on est. Et vous ajoutez, chaque fois que je veux refaire ce que je faisais déjà, ah ben ça résiste. Et vous ajoutez cette phrase magnifique, quand il n'y a plus de sortie, c'est peut-être qu'il y a une entrée. On termine avec ceci. Faire beaucoup, par exemple gravir des montagnes,
souffrir, gravir, s'élever, bien. Euh, Être en relation avec les choses, en relation avec les êtres, dont le dirigeant, effectivement, là encore, il s'épuise beaucoup, et vous ajoutez, mais et sur la singularité de ce que l'on est. Est-ce que là-dessus également on a pu travailler ou pas? Voilà où on en est, voilà où on en est. Et vous dites il y a des lieux qui résonnent beaucoup plus précisément sur ce dernier aspect-là. On est là, hein, on est Absolument, d'accord. Thierry. Bon. Absolument. Alors on fait comment? On a la cordée, on est ensemble, Thierry, on y arrive, on va y arriver, on lâche rien. Pour cultiver cette singularité, on fait comment du coup? Alors, justement, d'abord, il faut en avoir le goût. Quand Pindare dit « deviens qui tu es », on sait que Nietzsche rajoutera « et fais ce que toi seul peux faire », mais c'est important de préciser que c'est Pindare, parce que c'est un présocratique. Donc, toute notre philosophie repose sur cet appel singulier à devenir qui nous sommes. Pas simplement à multiplier activités et relations, mais à entrer, pas simplement dans l'efficacité de ce que je fais, l'intensité de ce que je vis, mais la densité de ce que je suis. Alors là, Thierry, je tente un truc. Comment grandir? La croissance, elle est d'abord additionnelle. Je fais un peu plus, 1 plus 1 plus 1, j'additionne, additionnant ce que je fais, ce que je vis, je crois, donc qui je suis. Classique. Par moment, on multiplie. On multiplie, et multipliant, la croissance s'indexe de manière hyperbolique sur quelque chose de beaucoup plus rapide. On pourrait en parler. Et parfois, nos vies semblent comme mutées. Je ne suis plus dans une logique d'addition, de multiplication, mais de soustraction. Alors, je vous ai parlé de montagne, qui pour moi est additionnelle dans la croissance et multipliant dans l'ordre de l'être. Et puis, événements de vie, on dit souvent que les grands événements majeurs qui nous permettent d'advenir à qui nous sommes, ce sont des rencontres. Je suis sûr, Thierry, que si je vous demandais les 5 grandes rencontres qui font qui vous êtes aujourd'hui, maintenant, vous les retrouveriez. Tel homme, telle femme, qui maintenant font cet homme qui est là maintenant. Rencontre solaire. J'en ai eu, et à 18 ans, j'ai rencontré un mur en moto. Pas sûr qu'on avait rendez-vous. C'est pas sympa. Et encore, ça serait à revoir. Toujours est-il que, alors, s'il y a des motards, hein, vous savez qu'en moto, il y a 2 grandes catégories d'accidents. Les cons et les très cons. Moi, je suis dans la 2e catégorie. Route sèche, pas de prise de risque, tout seul. Donc là, sur vos 2 premières questions sur le sens, je perds l'orientation et je n'ai pas de signification. Et au sortir de ça, je perds l'usage de ce bras. Je viens de passer le bac. Je dois entrer en faculté et je ne sais plus écrire. C'est pour ça que j'ai fait une fac de lettres. Ouais, pas terrible celle-là, bon on la garde quand même. Apprendre à écrire, réapprendre à écrire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que nous connaissons tous le temps de l'addition pour croître. Nous connaissons tous le temps de la multiplication et il est exaltant. Mais quand le temps de la soustraction advient, la PDS, la putain de soustraction, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est peut-être pas d'abord une invitation à faire, mais à être. Et je crois, Thierry, que dans le temps que nous vivons, où les soustractions se multiplient, Aristote dit que le propre du vivant, c'est le mouvement. Le confinement nous prive du mouvement local, atrophie notre capacité de vie du dehors. Il y a peut-être à entendre une intensité possible de vie du dedans et une densité possible dans l'être personnel. Dans les entreprises actuellement, j'en suis témoin. Alors, je suis témoin de quoi? On va la jouer bestiaire. Je suis témoin d'hérissons, sidéré par ce qui advient, les phares dans les yeux, immobile comme pétrifié. Survient vite
à fleur d'épine, une phrase, c'est vraiment trop injuste. Et là, on a des mutations que vous connaissez, le hérisson en Calimero. Et on voit bien la sidération et la fusion avec ce qui me nuit, le victimal. C'est pas la logique de l'entrepreneur, hein. Il les traverse, mais il ne s'y arrête pas. Il y a une dynamique de vie. L'entrepreneur, le dirigeant, les équipes autour de lui sont appelées non seulement à être des vivants, mais des grands vivants. Ok, on passe à quoi? Il y a de la colère. Hmm. Il y a de la colère. L'inquiétude aussi, non? Ouais, il y a de la colère, il y a de l'inquiétude. Premier confinement, moi j'ai vu, sidération, Ah oui. victimal, solidarité, faire face. Hmm. Sortie de confinement, énergie. Deuxième confinement, Lassitude, colère, oui. très Oui, moyen. oui, oui, oui. Très Ouais. moyen le deuxième Il y en a confinement. marre. Si le but c'était d'être drôle, c'est raté. Mm. Colère. Thomas d'Aquin, colère, réaction passionnelle à la saisie d'un désordre. Je Ah bah. perçois un désordre, Ah bah. je me mets en colère. Et là, on a Calimero qui mute en Kill Bill. Alors vous Je le vais tout connaissez. casser, je vais tout casser, quoi. Ah ouais, ça c'est simple, c'est tout va mal, c'est votre pas juste, mais je vous préviens, ça va chier. Alors dans le ça va chier, on a des forces de mort, de destruction, mais on a une puissance vitale. Et ce qui m'épate en entreprise, c'est que cette énergie, c'est, quand certains se relient aux bons endroits, devenir une énergie de construction. Donc oui de la sidération, oui de la victimisation partielle, mais n'y demeurons pas. Oui de la colère, Sénèque dit que l'homme en colère, c'est comme un chien enragé. N'y demeurons pas. Bénéficions de l'énergie qu'il y a là-dedans pour arriver à quoi? Alors ce qu'on ne savait pas, c'est que, Kill Bill, qui est la femme de la colère, qui se venge, qui est vêtue de jaune, ça me rappelle quelque chose. Cette femme vêtue de jaune et ce petit poussin vêtu de noir ont eu un enfant. La presse en a très peu parlé, Thierry. Très très peu. Je ne sais pas qui a couvé quoi. Toujours est-il qu'au sortir de la rencontre d'un hérisson, d'un volatile et d'une vengeuse, on a Don Quichotte qui est né. Alors Don Quichotte, c'est pas un sidéré, c'est pas une victime, c'est pas un guerrier, c'est un combattant. Il se bat, non franchement, il se bat pas contre, il se bat pour. Là, on est actuellement là. Pour quoi, pour qui vais-je me battre? Et là, Thierry, peut-être un arrêt sur image. Je crois que si on ne cherche actuellement à se battre pour toutes les causes que nous nommons comme injustes, on n'est pas couché, hein. Donc là, je pense qu'on a un discernement à faire. Krinein en grec, hein, la crise, c'est un temps de discernement. On a un temps de discernement pour savoir quel est mon bon combat. Les dirigeants avec lesquels je bosse, les équipes que j'accompagne, c'est notre question permanente. On voit tous les combats à mener, on ne peut pas les mener. Quel est le bon combat qui, 1, me maintiendra debout, 2, nous maintiendra ensemble, 3, nous ferons avancer. Et là, j'assiste à des choses nouvelles. Par exemple. Des choses nouvelles, tout ce qui relève de la connaissance de l'humain, très longtemps a été affilié au développement personnel. Ça relevait de vos enjeux privés que vous releviez à côté. On sait depuis l'étude des RPS, les risques psychosociaux, souvenons-nous, Monsieur Fillon, ministre de Sarkozy, étude faite sur les RPS au moment où étaient médiatisés les suicides chez France Télécom, on étudie qu'est-ce qu'est le risque psychosocial du stress au travail en France. Charge de travail excessive, insuffisance de reconnaissance, carence de rémunération, difficulté avec la hiérarchie. Ok, c'est pas nouveau. Item numéro 1, la perte de sens. Je ne sais plus pourquoi je fais ce que je fais. Et alors là, moi j'assiste à quelque chose qui est un lever de soleil pour moi, Thierry. C'est
l'humain, dans ce qu'il a de plus singulier, est au cœur de l'actualité de l'entreprise. Ce fameux kilomètre 30 au marathon, bon, je le sais pas faire, je cours très mal, mais des amis m'ont rapporté. Il paraît qu'au kilomètre 30, se joue, je continue, j'arrête. C'est pas musculaire, c'est pas énergétique, c'est là. Et pourquoi cours-je? On déjà l'écrire, mais le dire, bon. Il faut pas, oui, Non, faut pas bégayer. Hein, non, non, non. En vue de quoi? Hmm. Ceux qui savent y répondre poursuivent, ceux qui ne savent pas s'arrêtent. Dans l'entreprise actuellement, on est là. Et le kilomètre 30, on y est. On continue, on arrête. Donc la question centrale, si je comprends bien, qui arrive, c'est de là d'où vous étiez parti. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? C'est le pourquoi. Alors ce pourquoi, qui souvent, en finalité, s'appelle la finalité en philosophie, on rentre actuellement dans un couplage, et je le vis en entreprise, ce qui est très nouveau pour moi, un couplage pas simplement sur le sens, mais sur l'identité. Un couplage identité-finalité. Pourquoi je fais ce que je fais, mais qui je suis? Étant entendu ce que je suis. Ben oui, Oui. et ça c'est nouveau. Ce couplage-là qui fait que toute la philosophie antique se tient debout, on le retrouve en entreprise. Et l'infiniment petit qu'est ce virus fait chavirer celui qui se prenait pour un infiniment grand et le remettre à sa taille. Et sa taille, et toutes les traditions spirituelles le disent, c'est pas d'abord de voir, c'est d'entendre, d'écouter. Quand vous regardez les statues de Saint-Benoît, il a une oreille démesurée. Il sort pas d'un concert des Stones. Il a une oreille démesurée parce qu'il a à écouter. Tradition hébraïque, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute. Or, le temps que nous vivons, moins on voit, plus faut écouter. Pour le dirigeant, très très difficile. Le dirigeant est un homme d'action. Il a besoin de voir pour décider, pour agir. Alors écoutez quoi, écoutez qui? Alors ben voilà. Écoutez quoi, écoutez qui? Écoutez bien évidemment ce qui se joue en dehors de nous. Mais là, on est un peu désorienté. On entend la même chose et son contraire. L'information, finalement, parvient à nous désorienter. On disait au début, Thierry, le sens, s'orienter, donner de la signification. Le flot informatif est en mode mille-check, quoi. Ce qui est vrai le matin et moins vrai le soir, on est désorienté. Trouver le sens et la direction au dehors semble vain. Faut le trouver au dedans. Alors, comment? Ben, je vois des qualités d'écoute entre collaborateurs. Des écoutes qui sont souvent assez pauvres, c'est-à-dire dans l'absence de solution. Ah, alors là, Thierry, j'ai parlé d'addition, j'ai parlé de multiplication, j'ai parlé de soustraction. Qu'est-ce que permet la soustraction? Expansion, contraction. La soustraction, elle permet quoi? L'oubli de soi au profit de l'autre, non? Alors, on a les deux. Soustraction dans l'ordre de la puissance. Je ne sais plus comment faire. Je n'ai plus d'outils ni d'instruments pour résoudre. Moi, dirigeant homme de la solution, je ne sais pas comment faire. Soustraction sur la puissance. Ouais, mais j'ai dit le sens, c'était pas qu'une direction où aller, c'est une signification à donner. Ouais, allez-y. Donnez-nous le sens de ce qu'on vit là. Mais on est des bambis sur la glace actuellement pour donner le sens. On tente, on esquisse, on donne. Personne n'a de vérité définitive sur le sens. Alors là, je crois, et toutes les traditions spirituelles l'ont montré depuis des années, que quand se soustrait la puissance, et l'homme n'aime pas bien ça, hein, ça le met en insécurité psychologique, quand semble refluer le sens, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi je vais vous donner une expérience concrète. À 18 ans, je rencontre ce mur en moto et je me retrouve à l'hôpital. À l'hôpital, on me soigne en traumatologie, puis en neurologie. Et puis surviennent les douleurs dites neurologiques. À l'époque, on ne savait pas les traiter.
impuissance de la médecine à soigner mon mal. Je ne sens plus mon bras, j'y ai mal. Comment Pourquoi? Aucune réponse. On me donne des médicaments qui m'abrutissent. C'est ce qu'on savait faire à l'époque. Plus de puissance, pas de sens. On a un espace vacant qui peut s'ouvrir sur quoi? Alors ça, on le voit à l'hôpital, Thierry. Si vous avez été hospitalisé, quand l'homme de la puissance ou la femme de la puissance, qui sont-ils en hôpitaux? Chirurgiens, médecins, c'est fabuleux ce dont ils sont capables. Quand ils peuvent diagnostiquer, pronostiquer, prescrire, agir. Mais quand votre mal échappe au diagnostic, à la puissance, échappe à la puissance, qui arrive dans votre chambre? l'infirmière, L'infirmière, l'infirmier, l'infirmier, le personnel oui. accompagnant, soulageant, non pas ceux qui résolvent en termes de solutions, mais ceux qui sont présents. Pourquoi? Pour accompagner et écouter. Écouter. Donc là, pour moi, l'équation, elle est très forte. Si je suis en soustraction de puissance, en soustraction de sens, je suis invité prestamment à gagner en présence. Et pour moi, le temps qu'on est en train de vivre est un temps où nous avons à l'entendre, ça. Alors vous m'avez posé la question, présence et écoute à qui et à quoi? Présence à l'autre. Et on a vu les solidarités du premier confinement. Et présence à soi. Sauf que, j'entends bien, merci beaucoup Denis, j'entends bien. N'est-il pas plus facile d'apprendre 600 pages de biologie sur la Covid-19 que d'apprendre la présence à l'autre et la présence à soi? Qui nous apprend ça et comment? Parce que j'entends bien tout cela, mais c'est une vraie révolution. Oui. Ça fait des années et des années de recherche pour aller sur la Covid-19. Ici, il faut que j'y aille vite, bien, enfin le mieux du monde, pour être présent à l'autre, présent à moi. Dites donc. Alors, c'est pas fromage ou dessert. Non, non, c'est-à-dire, c'est pas je me retire et j'abdique la puissance. Non, il faut absolument qu'on la retrouve, mais de manière opérante. Mais le tout à l'ego, c'est un puits perdu. On voit bien ceux qui se sont emparés de la puissance d'une manière telle qu'ils sont arrivés à quoi? Répondaient-ils aux enjeux de l'être? Ils devenaient des propriétaires. Répondaient-ils aux enjeux de l'identité? Ils devenaient des images plus brillantes qu'éclairantes. Et répondaient-ils aux enjeux de l'autorité? Ils étaient plus dans le pouvoir et la domination. Et là où j'aimerais qu'on arrive maintenant, Thierry, c'est que la soustraction, je vois actuellement, quand elle pognonne, fait elle melonne. Et ça, c'est assez répandu. Le moment où l'argent va devenir un levier de puissance, on est en train de partir dans le mur avec ça. Et on le sait. Je pointe un constat, tout le monde est d'accord, on le sait. Mais plutôt que d'entendre simplement cette menace du pire, on a peut-être à entendre cette opportunité du meilleur. Et là, Thierry, peut-être on pourrait faire un zoom avant sur le dirigeant. Allons-y. Dirigeant, c'est celui qui exerce l'autorité. Alors, on est des Gaulois, autorité, on n'aime pas ce mot. Autorité, autoritarisme, etc. Ok. Autorité, pouvoir, abus de pouvoir. D'accord. Sauf que c'est un des plus beaux mots de la langue française. Autorité, augere, vous le savez, faire grandir, faire croître. Actuellement, revenons aux racines. Quand le rétroviseur est pas efficient, quand on est en perte de visibilité, back to the roots, comme ils disent. On revient aux racines. L'étymologie a du bon, et je sais, Thierry, que vous l'aimez. Autorité, ok. Faire grandir. On va se donner 3 choses, 3 axes. Faire grandir le bon pour tendre vers le meilleur. Ok. Faire reculer le mal pour éviter le pire. Et créer les conditions qui permettent au bien de croître pour tendre vers le meilleur et agir pour amoindrir le pire.
Et alors là, dans le monde de l'entreprise, et ce qui me fascine, c'est que je le vois au plus haut niveau de direction, hein. On est dans un monde qui, depuis des années, sait créer des biens, les fabriquer et les vendre. On n'a jamais été aussi bon là-dessus. Créer des biens, vendre des biens. Le Covid enraye. Ce qui n'est pas vrai pour toutes les entreprises. Moi, j'ai des clients qui font leur meilleure année en 2020. Bien sûr. Mais une grande question est transversale actuellement. On sait créer des biens et les vendre, mais est-ce qu'on sait faire du bien? Et ça, c'est puissant. Ça arrive dans le lieu même où l'homme semblait devenir un instrument de production. Il devient l'élément clé. Pourquoi? Ben, pour être. Être quoi? Être humain. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que l'entreprise actuellement, et je généralise pas, c'est pas vrai partout, je parle de l'Occident, parce que c'est pas ce que j'ai vu en Asie, c'est pas ce que j'ai vu en Asie. En Occident, je vois des lieux où, secoués comme nous le sommes, l'homme qui potentiellement pouvait être instrumentalisé et déshumanisé, ce que montrent les RPS, hein, par le travail, il y a un sursaut actuellement pour peut-être on puisse se réhumaniser. Bon, c'est pas magique ça? Honnêtement, on a tous les warnings qui menacent l'état de la planète. Je fais chorus avec, mais Thierry, moi très honnêtement, c'est pas pour la planète que ma crainte monte le plus. C'est pour l'homme. Il a les reins moins solides qu'elle, hein. Il est plus fragile qu'elle, hein. Et il est en train de se nuire. Et là, effectivement, un petit nanovirus le met à genoux. À genoux, pourquoi? C'est une des meilleures postures pour entendre. Alors, un petit mot, Thierry, que j'aimerais peut-être ajouter. Et là, on est dans quelque chose d'un peu plus caché. On parlait d'intériorité, ça veut dire quoi concrètement? Alors, l'intériorité, du point de vue de mon intelligence, cherche du sens. Du point de vue de mon cœur, je cherche à aimer, à être aimé. Du point de vue de ma volonté, je cherche à faire des choix. Alors, quand j'ai plus de sens, que je sais plus où sont mes choix et que j'ai du mal à aimer, être aimé, je suis en insécurité. L'angoisse, l'anxiété monte. Et paradoxalement, contrairement d'ailleurs à ce que psychologiquement on peut voir avec Maslow, dans cette insécurité de la base, on a cet éveil de conscience du sommet. Et je vois actuellement, et j'ai du mal à le formuler adéquatement, parce que je suis... Parce que là, moi, je parle comme celui qui a tout compris, hein. Vous avez bien compris que je suis un sommet. Moi-même, Thierry, je suis au bord de vous voyez, tellement j'ai tout compris. Sauf que les 10 premiers jours du premier confinement, je suis resté comme un hérisson moi-même sidéré pendant 10 jours. Je ne savais pas comment réagir. J'ai mis longtemps à trouver le ressort. Alors, pourquoi dire ça? Je vous donne des petits repères simples. Qu'est-ce qui fait... Un dirigeant me disait récemment... ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Alors je veux bien qu'on soit dans les vagues de l'adage nietzschéen, mais ce qui tue pas peut rendre plus con, pardon, hein. Mais ça peut amoindrir, si vous avez un peu l'expérience de la douleur ou de la souffrance, je suis désolé, ça rend pas forcément plus fort. Ça peut rendre plus vulnérable et ça peut amoindrir. Or actuellement, je le vois ça. Je vois des gens qui se recroquevillent sur eux. Je vois la peur qui monte. Je vois de la déshumanisation possible avec des comportements de rivalité, de menace, de violence. de violence. On la sent monter, la violence. Ok. Oui. On fait quoi par rapport à ça? Alors, j'aimerais esquisser, c'est le travail que je mène avec les dirigeants avec lesquels j'essaye d'avancer, quelques distinctions. On est tous éprouvés à différents niveaux. L'homme éprouvé tend à pâtir. On est dans la soustraction. D'accord. Vous savez comment on fait une maison, Thierry? On commence par des fondations, non? Ouais. Et comment on fait? C'est quoi le premier instrument qui arrive sur le terrain? Il faut creuser. Donc étonnamment, vous me parlez de construire, vous me parlez d'architecte, vous me parlez de maison. Le premier outil qui arrive sur le terrain, c'est un bulle. Il fait quoi le bulle? De la soustraction.
Moi, Thierry, quand je vois les soustractions qui se multiplient, je m'interroge sur nos fondations. Et je peux aller peut-être plus loin. Plutôt que de pâtir et d'être éprouvé par la soustraction, est-ce que je pourrais la choisir et l'épouser pour entendre qu'au travers de ce qui m'est enlevé, peut-être quelque chose m'est donné. Ça, Thierry, faut consentir à ce temps de l'écoute. Quand il m'a été enlevé l'usage de ce bras, alors ok, je suis devenu habile de cette main, je suis devenu agile de la main gauche, mais je suis pas gaucher. Mon schéma corporel reste orienté à droite. Donc ça veut dire qu'entre le réel et moi, tous les jours, Thierry, j'ai une PDS, j'ai une putain de soustraction, il me manque la première marche. Que fais-je? Est-ce que je reste sur le rétroviseur pour dire c'était mieux avant, the good old days, et que je deviens nostalgique, demain ça sera vachement mieux, ça vient de là. Bon. Ça peut être vintage aussi. Ouais, un peu, ouais. Mais j'ai un côté comme ça. Hein. Je me souviens. Est-ce qu'on peut dire aussi, et je vous assure Thierry, moi, alors je me fais pas visiter comme la maison témoin. Hein. Ici c'est marqué en chantier, c'est un travail quotidien. Mais les dirigeants avec lesquels je bosse, on vit des trucs incroyables. Quand on fait le point, le constat, chiffré, hein, sur tout ce qui est enlevé, tout ce qui est en soustraction, toutes les PDS, le chiffre, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, toutes, et qu'on les regarde, et la puissance dirigeante ne sait pas résoudre. Pas de solution. On fait quoi? On écoute. Et on laisse retentir cette question. Est-ce qu'au travers de ce qui m'a été enlevé, quelque chose m'est donné? Et là, Thierry, vous voyez, on fait une bascule entre être éprouvé et être initié. Pour moi, le temps de conscience dans lequel nous sommes est un temps singulier pour ça. Il n'est pas qu'un temps à résoudre le mal, il est à entendre ce qu'il nous dit. Aristote nous dit, en philosophe, pas en théologien, le mal n'existe pas. Le mal est l'absence d'un bien. La maladie est l'absence de la santé. Ok, listons tous les maux que nous sommes en train de traverser. Ne nous précipitons pas pour les résoudre. Écoutons en mode concave le bien quand ils sont absents. En montagne, quand je suis face à une source qui coule, si je veux m'y abreuver, si j'arrive avec une main convexe, il se passe rien, une main plate, il se passe rien, ma main rendue concave, je peux arriver à me désaltérer. Le terrain dont on parlait tout à l'heure, le bulle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un travail d'extraction pour pouvoir quoi? Enfouir des fondations. Je généralise pas, mon propos est pas en spectre large, il est en focal sur certains points. Mais ce que je sais actuellement, et je le vis avec mes clients, et j'assiste à des choses incroyables, hein, où j'assiste du point de vue du leadership, to lead, conduire et mener, pour exercer l'autorité, augurer, faire grandir le bien vers le meilleur, reculer le mal pour éviter le pire. Ok, qu'est-ce que tu veux faire grandir, conduire et mener, et au nom de quoi? Ah tiens, un nouveau mot. Et là, je distingue deux choses, Thierry. Ceux qui exercent l'autorité et ceux qui font autorité. Actuellement, le temps de conscience dans lequel nous sommes secoue l'exercice du leadership qui, historiquement et vertical, s'ouvre à l'horizontale et nous interroge grandement. Qu'est-ce qui fait autorité? Au nom de quoi on va agir? Et ça, pour moi, c'est un temps très, très, très unique. Au nom de quoi je cours? Au nom de quoi j'agis? Alors, je vous donne un exemple concret. Un dirigeant qui exerce l'autorité, au nom de quoi il l'exerce? Peut-être au nom d'un patrimoine qu'il a reçu. Il est héritier. Il préside car il a reçu un héritage. Il dirige parce qu'il a fait les études. Il dirige parce qu'il a rencontré les bonnes personnes. Il dirige parce qu'il a tellement travaillé qu'il a démontré sa valeur.
Ok. Là, on a un leadership qui est ancré dans de l'avoir. Le leadership, l'autorité, est en crise depuis une bonne quarantaine d'années. 68-70, on n'en voulait plus. Actuellement, on ne crie pas contre lui, on l'appelle. Sauf qu'on ne veut plus d'un leadership institutionnel, qu'il soit politique, religieux ou industriel, enfin entrepreneurial, j'ai le titre, fonctionnel, on dirait. Mais par contre, on croit au leadership personnel. Si, Thierry, votre capacité à faire croître, elle est fondée sur vous, tiens, on y croit. Alors là, deux petits mots qui ont beaucoup de mal à se rencontrer en ce moment. L'exercice de l'autorité et le fait que j'y crois. Or, l'autorité ne s'exerce pas sans que j'y crois. L'autorité ne s'exerce que dans une coopération avec celui sur lequel je l'exerce. Donc, pour qu'il coopère, il faut qu'il croie. Or, actuellement, on a une crise du croire face à l'autorité. Sauf, et j'en suis témoin dans les entreprises avec les leaders, dans les entreprises avec les managers, ceux qui, dans ce temps de soustraction, font ce chemin intérieur, la plupart du temps, ils l'ont commencé avant. Certains se réveillent, hein, mais la plupart du temps, ça a déjà d'abord été initié. Et là, ce leadership fonctionnel, ce leadership de compétences, il descend dans l'être. Alors, comment ça se manifeste? Je te donne 3 exemples. J'étais face à un public de dirigeants et je leur pose la question, qu'est-ce que vous savez faire grandir parce que c'est vous? Thierry, vous entrez dans une pièce, vous êtes avec un public, c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire grandir? Alors, si je parle à l'homme compétent, là on n'est pas couché avec la liste de compétences, mais si on est sur votre personne, on ne sait pas répondre, on est mal à l'aise. Alors je vous donne un exemple. Je pose cette question, normalement Thierry, quand j'ai posé cette question, je peux aller boire un café tranquille, personne ne se précipite pour me répondre. Je pose cette question, une main se lève. Je me dis, il n'a pas compris ma question. Donc, vous avez compris ma question, c'est qu'est-ce que vous savez faire grandir parce que c'est vous? Il me dit oui, oui. Ben dites-moi. Le silence. Mince, il avait compris ma question. Excellente réponse. Et je dis, vous pouvez m'expliquer il me dit, bah voilà, je dirige une entreprise depuis une trentaine d'années maintenant. Et je suis réputé dans mon entreprise pour être extrêmement exigeant sur la ponctualité. Quand la rendez-vous est à 9 heures, tout le monde est en piste à 9h moins 5, à 9 heures les portes sont fermées, on commence. On me le reproche, mais on sait que c'est ma marque. Un matin, panne de réveil, comité de direction, j'arrive à 9h35. Donc déjà, j'ai pas compris qu'il y soit allé. Hein. Moi, je me serais carapaté. Bon, il y va. Pour la première fois de sa vie, il rentre dans son codir en mode observateur. Il ne le préside pas. Il écoute. Tiens, une soustraction qui génère l'écoute. Et puis, il ne reconnaît pas son codir. Il a un comité de direction qui est clivé. Une partie contre une autre, les deux estimant qu'elles ont raison, s'affrontent, personne ne s'écoute. Personne n'avance. Il se met dans un coin, il dit rien, et il assiste petit à petit au ton sonore qui descend. Puis petit à petit, il n'y en a plus qu'un qui parle, puis un autre qui l'écoute, et d'un seul coup, parce qu'on se réécoute, on recollabore, on recoopère, on avance. Bon, ça le traverse, pas plus que ça. 15 jours après, événement familial. Vous savez Thierry, ces événements familiaux auxquels il nous faut nécessairement aller, mais franchement, si on pouvait avoir un mot d'absence de la maîtresse, ou pour la maîtresse, on n'irait pas. Il y va, convergence des gens de famille, visiblement qui n'ont pas d'étonne envie d'être là, l'ambiance est plutôt tendue. Même chose, c'était son mois, hein. Il arrive en retard. Il a horreur de ça. Ça le met mal en termes de légitimité. Petit groupe familial, il s'immisce dans la conversation. Même topo, personne s'écoute. Alors là, on n'est pas sur de l'affrontement, on est sur du poulailler. Vous voyez, personne ne s'affronte, mais personne ne s'écoute.
2, 3, 4 minutes. Le ton descend, une personne parle, une autre l'écoute. Et là, il a un déclic. Il se dit, waouh, c'est comme dans mon codir. Mais est-ce que ça serait lié à moi? Il me dit, tu vois, Denis, j'ai cru pendant des années que ma valeur ajoutée dans l'entreprise, c'était ma parole. C'était ce que je disais. C'est pour ça que je me précipitais toujours à parler. Et là, je commence à me rendre compte que peut-être ma valeur ajoutée, c'est de créer un espace pour la croissance du meilleur. J'ai dit que l'autorité, c'était faire croître le bon vers le meilleur, mais créer les conditions pour cela. Si vous voulez accéder à l'intériorité, il faut du silence. Vous avez des personnes qui le génèrent. Alors je lui dis, c'est quoi votre rapport au silence ou à la parole? Elle me dit, écoutez, je ne veux pas faire de la psychologie de bazar, mais j'étais le plus petit de ma fratrie, j'avais 2 grands frères, j'ai pas pu en placer une pendant toute mon enfance. Et toute mon enfance, je n'ai pu m'exprimer et j'ai été comme contraint à l'écoute. Alors je donne une clé qui est toute simple, Thierry. Ordinairement, on est labouré là où on est attendu. Et dans l'ordre du leadership, là, on a une clé. On peut avoir un leadership naturel fondé sur un héritage. Papa savait, moi aussi, maman savait, moi aussi. Je suis dans un continuum. On peut avoir un leadership qui naît par rupture, par soustraction, par brisure, par manque. Comment fait-on une perle dans une huître? On met un objet étranger qui n'est pas beau, hein. Absolument. Voilà. Et c'est d'ailleurs si on avait regardé que l'huître, on n'aurait jamais trouvé la perle. Absolument. On blesse l'huître. À l'endroit où elle est blessée, elle Ouais. va sécréter de la nacre. Étonnamment. Et c'est pour ça que je crois dans le temps où nous sommes. Parce que alors, des huîtres blessées, Oui, il y en a. il y en a. Beaucoup. Eh bien, ce que je sais, c'est que dans la profondeur de l'homme, là où il est blessé, il est capable, au lieu même de la blessure, d'avoir de l'hémorragie et de se recroqueviller. Il est capable de devenir, parce que violenté, violent, mais il est capable aussi de sécréter de la nacre. Et je le vois autour de moi. Je vous donne un autre exemple. Cette fois, c'est le mien. Il y a quelques années, je rencontre un dirigeant. Le groupe auquel il appartient pose la question étude de faisabilité de fermeture de l'entreprise. C'est communiqué aux salariés, vague traumatique, anxiété, peur. Je le rencontre, j'ai la casquette du consultant, je prends les éléments, je vais revoir mon associé de l'époque. Je lui présente, l'idée étant qu'on allait travailler ensemble pour lui. Je lui présente l'état de l'entreprise, la boîte étrangère, le marché surcapacitaire avec de toute façon se profilant une fermeture, des syndicats et des collaborateurs anxieux et en colère. Et mon associé me dit « Waouh, eh ben, c'est un merdier ton truc ». Il dit « Mais Denis, si on y va, on va être coincé entre la direction, les syndicats, le groupe et les collaborateurs sans aucun pouvoir. Être eunuque avec beaucoup de désir et pas de pouvoir, c'est pas ma vocation. Ok? Donc on n'y va pas. Il me dit non, non, moi j'y vais pas, toi t'y vas. Courage. Plaît-il? Je dis mais pourquoi tu dis ça? Et il me dit mais Denis, je te connais depuis une trentaine d'années. Quelles que soient les impasses dans lesquelles tu t'es retrouvé, tu as toujours trouvé comment t'en sortir. Toute ta vie. Toute ta vie, on t'a mis dans des boîtes où tu t'y es mis toi-même. Ça aurait pu être quelque chose de mortifère, quelque chose où tu te meurs, un cercueil, tu as trouvé par où passer. Et je lui dis, comme toujours Thierry, moi je ne l'ai pas vu. On a besoin d'un effet miroir, c'est le travail que je fais avec mes dirigeants. Et je dis, tu peux creuser? Il me dit, Denis, tu n'as aucune compétence pour aller dans ce dossier, mais tu as l'autorité naturelle pour y aller. Tu peux préciser, dans le merdier, tu sais faire grandir. Voilà.
C'est un titre, ça. Eh ben, je vais vous dire un truc, Thierry. Quand vous arrivez à mettre des mots sur ce qui fait la profondeur de votre leadership professionnel dans votre personne, ça vous donne quoi? Une paix. L'apaisement, voilà. Pourquoi? Voilà. Pourquoi vous êtes légitime là? Parce que c'est vous. Mm. Est-ce que vous pourriez faire mieux? Peut-être. Oui, Mais- toujours. Mais je suis légitime parce Voilà. que c'est moi. Mm. Et là, pour moi, c'est clé dans les temps que nous vivons. Je donne, et du coup, j'y suis allé. On a travaillé ensemble. Question de la DRH au bout de 15 jours. Comment doit-on procéder si on a un suicide sur site? Donc l'ambiance était quand même extrêmement tendue. On n'en a pas eu. Et ce que j'ai essayé avec le dirigeant, avec les équipes d'apporter, quand Aristote dit que le propre du sage, c'est d'ordonner, et quand je vous disais que la colère, c'est la réaction passionnelle face à la saisie d'un désordre, on était face à un chaos, tohu-bohu. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? De réordonner. Pas de l'extérieur. Ils étaient en perte d'appui du dehors, on a retrouvé des points d'appui du dedans. Un conseil pour toutes celles et ceux qui vous regardent, qui vous écoutent depuis tout à l'heure. Ça va encore être long. Quand je dis ça va encore être long, le chaos s'installe. En gros, ça devient un quotidien. Voilà, c'est tout, c'est ainsi. Allez, je me mets en position comment pour pouvoir vivre. J'ai pas dit affronter. Vivre, marcher, m'épanouir. Alors, le chaos, c'est une réalité qui cherche son verbe pour l'ordonner. Donc le chaos, vous avez deux manières de le regarder. Il me menace, il me nuit, il m'attend pour l'ordonner. Oui, mais si je suis impuissant, si je gagne en présence. Alors, un petit conseil, Thierry, je peux en donner un, tout simple. Quand j'interroge collaborateurs et dirigeants en entreprise, et je leur pose la question des ressources, vous êtes affrontés au quotidien à devoir faire face. Qu'est-ce qui vous ressource? 9 fois sur 10, la réponse est à l'extérieur de l'entreprise. C'est le moment de la balade en montagne, de la balade dans les bois, de la méditation, de la prière, de la rencontre avec un amour, de la rencontre avec un ami, de l'art, de les ressources dehors. Très bien, je vote pour. Sauf que si toutes les ressources sont en dehors, dans l'entreprise, je suis en apnée. Or, l'apnée, je suis plongeur, hein, l'apnée, c'est pas durable trop longtemps. Donc moi, mon conseil, Thierry, c'est la création active pour chacun d'un parcours santé dans l'entreprise. Alors c'est quoi, Thierry, un parcours santé? Si vous demandez à un collaborateur ou un dirigeant, qu'est-ce qui vous fatigue, vous use, est énergivore dans l'entreprise? On n'est pas couché, hein, la liste est longue. Maintenant, vous vous dites, mais pourquoi tu y vas dans cette entreprise? Un ordre de nécessité pour vivre et manger, ou est-ce que quelque chose t'y attire? Alors, vous l'avez évoqué, quel sens ça a pour toi? Quelle saveur ça a pour toi? Mais quel fun ça a pour toi? Parce qu'on se marre en entreprise, hein. Je veux dire que ça jubile fort par moment, hein. Et là, c'est un mapping. Je demande aux dirigeants, voilà, on va faire un mapping, activité, ce que tu fais dans ta journée, les métiers, les personnes, ce qui a du sens pour toi, du fun, du goût, du désir, de l'action. On prend toute ton entreprise et tu mets des mots. Telle personne. Alors, ça m'a fait craquer. J'en ai un récemment qui m'a dit, mais gêné, il m'a dit, bah écoute, il fait gaffe qu'on l'entende pas, hein. On a un stagiaire là, qui à mon avis est responsable en chef de la photocopieuse du premier étage, hein, sans la responsabilité. Mais il me fait rire. Ah mince, ce gars, il a un talent, hein. Chaque fois que je le vois, je me marre. Je fais et il a un peu gêné, il me dit ça me fait un bien. Ben voilà. Je dis mais tu viens de découvrir quoi? Que dans ton jeu personnel, tu dois faire face aux enjeux de ton entreprise, travaille en triangulaire, mets du jeu. Donc si t'en as qui sont joueurs, jubilatoires, drôles, point du parcours santé. Donc on a fait ça. Donc on a eu le parcours santé du jeu, qui permet de prendre de l'oxygène de la distance. Il m'a dit, j'ai des collaborateurs dans l'entreprise,
j'aime les voir travailler. Pourquoi? Ben, ils aiment leur job. J'ai un souvenir comme ça dans une entreprise où ils fabriquaient des bracelets en peau de reptile. Je suis allé dans les ateliers et j'ai regardé ces petites mains qui travaillaient au micromillimètre. Mais c'était, Thierry, reposant de les voir travailler. La qualité jusque dans le détail repose. On est loin du chaos. Le jeu oxygène par rapport au chaos. La qualité redétermine par La rapport au chaos. virtuosité, oui. La virtuosité, le talent. Des personnes que j'apprécie. Mais va les voir. J'ai adoré. La semaine dernière, je pose la question et c'était un webinaire. J'ai un des dirigeants qui était là qui dit bah, moi, ce qui me fait du bien, c'est la satisfaction client et j'y retourne pour être sûr qu'il soit satisfait. Ah, la satisfaction client et y retourner. Là, une clé, Thierry. C'est pas parce que je goûte le meilleur que je le métabolise. Le calcium, je peux en manger, il va pas forcément dans mes os. Et là, dans le parcours santé, si tu as identifié quelque chose qui te fait du bien, tu y vas, tu y prends du temps. Pourquoi? Pour le métaboliser. Alors, il se passe quoi avec ce parcours santé? La vitalité reprend. Le règne du mortifère régresse. Donc, je termine là-dessus, Thierry, c'est tout simple. Montons notre niveau d'immunité. Plus nous serons des grands vivants, moins nous serons en capacité d'être atteints par ce qui nous nuit. Qu'est-ce qui peut nuire? Bien sûr, le virus, mais la tristesse, la perte d'énergie, la peur, ne plus y croire, etc., etc. Si on monte notre niveau d'immunité, alors, je vous redonne un dernier petit truc. Le parcours santé, c'est nommons dans l'entreprise tout ce qui me fait du bien. Chaque jour, j'y vais au moins une fois, 2 fois. Pourquoi? Être en capacité de faire face au pire, nous nourrir du meilleur. Et puis, je disais tout à l'heure, moins de puissance, et on en a besoin d'en retrouver, moins de sens, comment on peut avancer? Actuellement, moi je vois des choses mais fabuleuses dans l'ordre de l'intelligence collective. C'est-à-dire que d'arriver un seul homme qui sait répondre à toutes ces questions, c'est désuet, c'est obsolète. Eh ben, on est sur un temps qu'il a compris ça. Et quand on est à genoux par un tout petit nanoparticule, d'être à genoux permet quoi? De vous regarder sa taille, le regard de l'autre et la grandeur qui nous entoure. Et là, je vois des dirigeants qui sont en capacité de quoi? Pas de répondre et de résoudre, d'écouter et d'entendre. Et je crois que c'est un temps singulier pour ça. Merci beaucoup, Denis, pour toute cette profondeur et également toutes ces pistes que vous nous avez données pour tenter de nous sentir mieux. Nous arrivons, chers amis, à la fin de notre colloque. Que vous ont dit les 3 conférenciers? Anne-France Véry vous a dit « Il faut d'abord croire en vous-même ». Il faut vraiment que vous y réfléchissiez. Vous avez une telle valeur, vous avez de tels talents, vous avez une telle vie. Croyez en vous. La deuxième chose, c'est croire en l'autre. C'est croire dans ces personnes avec qui vous travaillez, ces personnes avec qui vous vivez. Et ça, nous a-t-elle dit, cela demande une réelle écoute. Elle a ajouté cette petite phrase magnifique, celle ou celui qui écoute est écouté. Et puis enfin, elle vous a dit, prenez votre juste place dans le monde, ni trop ni trop peu, juste celle dans laquelle vous vous sentez bien, vous vous trouvez bien. C'est à ce moment-là où, avec ces 3 équilibres-là, en principe, quels que soient les chocs, quel que soit le chaos, quelles que soient les pertes de repères, nous allons pouvoir rétablir nos équilibres. Mireille Barrault, un peu plus tard, vous a dit attention, n'oubliez pas que vous avez un corps et que le corps, il va commander beaucoup, notamment, a-t-elle dit, ce tout petit cerveau, ce cerveau reptilien, c'est celui qui commande seul toute la machine réflexe. Avec une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre dans tous ces réflexes les commandes de votre respiration. Avec les commandes de votre respiration, vous allez pouvoir remettre le cœur dans une cohérence cardiaque voulue, souhaitée, désirée. Et vous a-t-elle dit ainsi, vous appuyez soit sur l'accélérateur, soit vous appuyez sur le frein.
La deuxième chose qu'elle vous a dite, c'est prenez du temps pour vous. Et ici, c'est, comment dire, chacun dans la boîte à outils va aller chercher les outils qu'il souhaite. Par exemple, a-t-elle dit, mais au-delà de la cohérence cardiaque, vous avez aussi la sieste. Vous avez aussi le silence. Vous avez aussi se souvenir de ces bons moments que nous avons vécus. Vous savez, ces petites madeleines de Proust qui nous font du bien. Elle vous a dit, prenez soin de vous dans votre agenda personnel, ne vous oubliez surtout pas. Notez jour par jour ces petits rendez-vous avec vous-même, ils sont vraiment importants. Et elle a dit elle-même, moi aussi, a-t-elle confié, j'ai été impactée et je vous assure que j'ai pu être en colère. Oui, mais grâce à ces outils, il y a d'autres également, notamment les outils de la sophrologie, eh bien, je parviens à accepter ce qui est, je parviens non pas à prendre sur moi, à accepter ce qui est, à pouvoir passer au-delà de la contrariété, reprendre la vie, reprendre le sourire, reprendre le cours des choses et le maîtriser. Et puis enfin, vous avez Denis. Denis qui vient de vous dire ceci. N'oubliez pas, dans les mathématiques de notre âme, il y a finalement là aussi trois opérations. Il y a une première opération qui est l'addition. Alors l'addition, c'est le faire encore, le faire toujours plus. Vous avez aussi la multiplication, c'est le faire ensemble. Et alors là, on peut démultiplier les choses. Oui, mais vous avez également la soustraction. Et actuellement, nous dit-il, eh bien, c'est le signe qui prévaut. Soustraction d'abord de tous les repères passés, de telle sorte que si vous regardez dans le rétroviseur, vous comprenez pas ce qui vous arrive. La route de devant ne ressemble pas du tout à celle que l'on vient de traverser. Donc, a-t-il dit, mieux vaut avoir un tout petit rétroviseur actuellement, mais surtout un grand pare-brise. Grand pare-brise pour avoir une vision. Qu'est-ce que la vision? Et il revient en disant ceci, la vision, c'est d'abord travailler sur ses ressources personnelles, travailler également sur les ressources collectives. Je vais le dire en quelques mots pour résumer l'ensemble des trois. Ils vous ont dit surtout, soyez avec les autres. Soyez avec vous-même. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à retrouver ces moments de sourire, ces moments qui vous font du bien. N'hésitez pas à retrouver ces moments de fou rire. C'est tout cela qui nous manque, c'est tout cela qui nous fait du bien, ces petits moments d'évasion. Finalement, à quelques jours de Noël ou à quelques jours du Nouvel An, ce que je vous souhaiterais vivement, ce sont des fatigues généreuses, où lorsque vous vous retournez, vous vous dites si je suis fatigué, c'est parce que cela a du sens. C'est parce que j'ai travaillé pour un tel, j'ai travaillé pour une telle, j'ai travaillé avec une telle ou avec un tel, mais nous avons travaillé pour autrui. À chaque fois, ceci remplit nos vies, ceci remplit votre vie. Je vous le souhaite ardemment et je vous souhaite bien sûr d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup pour votre fidélité sur Vive vos jours.